Voilà, 1, 2, 3 soleil, bonsoir, bienvenue pour notre deuxième séance ciné-conte spéciale Jean-François Laguioni. Voilà. Alors, après le tableau qu'on a passé le mois dernier, on se retrouve pour passer en avant-première le dernier film d'animation de ce grand pionnier du film d'animation français. Voilà, le film sort officiellement la semaine prochaine, donc vous êtes vénard, vous allez le découvrir ce soir. Alors, nos séances sont prévues dans un dispositif qui s'appelle les Miroirs du Conte, qui est aussi un podcast. Alors, les contes, c'est quoi? C'est des histoires qu'on se raconte pour, effectivement, endormir les enfants, mais ça peut être aussi pour réveiller les adultes. Et on a cette dimension un peu philosophique du conte qu'on essaie de faire partager. La programmation, elle est autour de l'œuvre de Jean-François. Donc vous avez effectivement le tableau. Alors pourquoi on est parti du tableau? Puisque cette année, on organise une action autour d'une artiste peintre qui est dans la salle, qui s'appelle Aurore Cristalline, qui fait des tableaux qui sont exposés dans plusieurs bibliothèques. On vous en parlera un peu plus tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a choisi le tableau, la question de la création. Donc ça, c'est un très beau film que je vous invite vraiment à le voir, à le demander à votre bibliothèque, médiathèque. On travaille avec 4 bibliothèques et je pense que c'est quelque chose vraiment à avoir. On passera après Gwen et le livre de Sam, qui est le premier film de Jean-François Laguioni, et le 27, alors là, ça sera une soirée qui sera offerte aux habitants de la Haute-Vallée, c'est les mondes imaginaires de Jean-François Laguioni, parce que Jean-François, comme je vais vous l'expliquer, c'est quelqu'un qui vient du court-métrage. Voilà. Alors, comme de tradition, la première partie de séquence, c'est le marcheur de plumes, qui est le conteur de l'association Des mots pour rêver, qui va vous présenter en live, en scène, spectacle vivant, un conte en lien avec la thématique de Slocum et moi, parce que Slocum et moi, on va partir dans la question du voyage et des bateaux. Marcheur de plumes, c'est à vous. Bonsoir. Alors oui, effectivement, nous allons partir en voyage et avec Sinbad, le célèbre marin des 1001 nuits. Alors il a fait 7 voyages, il a failli en choisir un. J'ai choisi le 5e. Vous verrez, en regardant le film, pourquoi j'ai choisi le 5e. Ou peut-être que ce détail vous échappera. Quoi qu'il en soit, voici comment Sinbad raconta son 5e voyage. Les plaisirs eurent encore assez de charme pour effacer de ma mémoire toutes les peines et les maux que j'avais soufferts, sans pouvoir m'ôter l'envie de faire de nouveaux voyages. C'est pourquoi j'achetai des marchandises, je les fis emballer et charger sur des voitures, et je partis avec elles pour me rendre au premier port de mer. Là, pour ne pas dépendre d'un capitaine et pour avoir un navire à mon commandement, je me donnai le loisir d'en faire construire et équiper un à mes frais. Dès qu'il fut achevé, je le fis charger, je m'embarquai dessus, et comme je n'avais pas de quoi faire une charge entière, je reçus plusieurs marchands de différentes nations avec leurs marchandises. Nous fîmes voile au premier bon vent et prîmes le large. Après une longue navigation, le premier endroit où nous abordâmes fut une île déserte, où nous trouvâmes l'œuf d'un roc d'une grosseur pareille à celui dont vous m'avez entendu parler. Il renfermait un petit roc près d'éclore, dont le bec commençait à paraître. Les marchands qui s'étaient embarqués avec moi sur mon navire et qui avaient pris terre avec moi cassèrent l'œuf à grands coups de hache et firent une ouverture par où ils tirèrent le petit roc par morceaux et le firent rôtir. Je les avais avertis sérieusement de ne pas toucher à l'œuf, mais ils ne voulurent pas m'écouter. Ils eurent à peine achevé le régal qu'ils venaient de se donner qu'il parut en l'air, assez loin de nous, 2 gros nuages. Le capitaine, que j'avais pris à gage pour conduire mon vaisseau, sachant par expérience ce que cela signifiait, s'écria que c'était le père et la mère du petit roc, et il nous pressa tous de nous embarquer au plus vite, pour éviter le malheur qu'il prévoyait. Nous suivîmes son conseil avec empressement, et nous remîmes à la voile en diligence. Cependant, les 2 rocs approchèrent en poussant des cris effroyables, qu'ils redoublèrent quand ils eurent vu l'état où on en avait mis l'œuf, et que leur petit n'y était plus. Dans le dessein de se venger, ils reprirent leur vol du côté d'où ils étaient venus, et disparurent quelque temps, pendant que nous fîmes force de voile pour nous éloigner et prévenir ce qui ne laissa pas de nous arriver. Ils revinrent,
et nous remarquâmes qu'ils tenaient entre leurs griffes chacun un morceau de rocher d'une grosseur énorme. Lorsqu'ils furent précisément au-dessus de mon vaisseau, ils s'arrêtèrent et se soutenant en l'air, l'un lâcha la pièce de rocher qu'il tenait, mais par l'adresse du timonier qui détourna le navire d'un coup de timon, elle ne tomba pas dessus, elle tomba à côté dans la mer, qui s'entr'ouvrit d'une manière que nous en vîmes presque le fond. L'autre oiseau, pour notre malheur, laissa tomber sa roche si juste au milieu du vaisseau qu'elle le rompit et le brisa en 1000 pièces. Les matelots et les passagers furent tous écrasés du coup ou submergés. Je fus submergé moi-même, mais en revenant au-dessus de l'eau, j'eus le bonheur de me prendre à une pièce de débris. Ainsi, en m'aidant tantôt d'une main, tantôt de l'autre, sans me dessaisir de ce que je tenais avec le vent et le courant qui m'étaient favorables, j'arrivai enfin à une île dont le rivage était fort escarpé. Je surmontai néanmoins cette difficulté et me sauvai. Je m'assis sur l'herbe pour me remettre un peu de ma fatigue, après quoi je me levai et m'avançai dans l'île pour reconnaître le terrain. Il me sembla que j'étais dans un jardin délicieux. Je voyais partout des arbres, les uns chargés de fruits verts et les autres de mûrs, et des ruisseaux d'une eau douce et claire qui faisaient d'agréables détours. Je mangeai de ces fruits que je trouvais excellents et je bus de cette eau qui m'invitait à boire. La nuit venue, je me couchai sur l'herbe, dans un endroit assez commode. Mais je ne dormis pas 1 heure entière et mon sommeil fut souvent interrompu par la frayeur de me voir seul dans un lieu si désert. Ainsi, j'employais la meilleure partie de la nuit à me chagriner et à me reprocher l'imprudence que j'avais eue de n'être pas demeuré chez moi plutôt que d'avoir entrepris ce dernier voyage. Ces réflexions me menèrent si loin que je commençai à former un dessein contre ma propre vie. Mais le jour, par sa lumière, dissipa mon désespoir. Je me levai et marchai entre les arbres, non sans quelque appréhension. Lorsque je fus un peu avant dans l'île, j'aperçus un vieillard qui me parut fort cassé. Il était assis sur le bord d'un ruisseau. Je m'imaginai d'abord que c'était quelqu'un qui avait fait naufrage comme moi. Je m'approchai de lui, je le saluai, et il me fit seulement une inclination de la tête. Je lui demandai ce qu'il faisait là, mais au lieu de me répondre, il me fit signe de le charger sur mes épaules et de le passer au-delà du ruisseau, en me faisant comprendre que c'était pour aller cueillir des fruits. Je crus qu'il avait besoin que je lui rendisse ce service, c'est pourquoi, l'ayant chargé sur mon dos, je passai le ruisseau. « Descendez !» lui dis-je alors, en me baissant pour faciliter sa descente. Mais au lieu de se laisser aller à terre, j'en ris encore toutes les fois que j'y pense. Ce vieillard qui m'avait paru décrépit passa légèrement autour de mon cou ses 2 jambes, dont je vis que la peau ressemblait à celle d'une vache, et se mit à califochon sur mes épaules en me serrant si fortement la gorge qu'il semblait vouloir m'étrangler. La frayeur me saisit en ce moment, et je tombai évanoui. Nonobstant mon évanouissement, l'incommode vieillard demeura toujours attaché à mon col. Il écarta seulement un peu les jambes pour me donner lieu de revenir à moi. Lorsque je repris mes esprits, il m'appuya fortement contre l'estomac de ses pieds, et de l'autre, me frappant rudement le côté, il m'obligea de me relever malgré moi. Étant debout, il me fit marcher sous des arbres, il me forçait de m'arrêter pour cueillir et manger les fruits que nous rencontrions. Il ne quittait point prise pendant le jour, et quand je voulais me reposer la nuit, il s'étendait par terre avec moi, toujours attaché à mon cou. Tous les matins, il ne manquait pas de me pousser pour m'éveiller. Ensuite, il me faisait lever et marcher en me pressant de ses pieds. Représentez-vous, mes seigneurs, la peine que j'avais de me voir chargé de ce fardeau sans pouvoir m'en défaire. Un jour que je trouvai à mon chemin plusieurs calebasses sèches qui étaient tombées d'un arbre qui en portait, j'en pris une assez grosse, et après l'avoir bien nettoyée, j'exprimai dedans le jus de plusieurs grappes de raisin, fruits que l'île produisait en abondance et que nous rencontrions à chaque pas. Lorsque j'en eus rempli la calebasse, je la posai dans un endroit où j'eus l'adresse de me faire conduire par le vieillard plusieurs jours après. Là, je pris la calebasse et la portant à ma bouche, je bus d'un excellent vin qui me fit oublier pour quelque temps le chagrin mortel dont j'étais accablé. Cela me donna de la vigueur. J'en fus même si réjoui que je me mis à chanter et à sauter en marchant. Le vieillard, qui s'aperçut de l'effet que cette boisson avait produit en moi, et que je le portais plus légèrement que de coutume, me fit signe de lui en donner à boire. Je lui présentai la calebasse, il la prit, et comme la liqueur lui parut agréable, il l'avala,
jusqu'à la dernière goutte. Il y en avait assez pour l'enivrer. Aussi s'enivra-t-il, et bientôt la fumée du vin lui montant à la tête, il commença de chanter à sa manière et de se trémousser sur mes épaules. Les secousses qu'il se donnait lui firent rendre ce qu'il avait dans l'estomac, et ses jambes se relâchèrent peu à peu, de sorte que, voyant qu'il ne me serrait plus, je le jetai par terre, où il demeura sans mouvement. Alors je pris une très grosse pierre, et je lui en écrasai la tête. Je sentis une grande joie de m'être délivré pour jamais de ce maudit vieillard. Et je marchai vers le bord de la mer, où je rencontrai des gens d'un navire qui venaient de mouiller là, pour faire de l'eau, et prendre en passant quelques rafraîchissements. Ils furent extrêmement étonnés de me voir et d'entendre le détail de mon aventure. « Vous étiez tombé, me dirent-ils, entre les mains du vieillard de la mer, et vous êtes le premier qui n'est pas étranglé. Il n'a jamais abandonné ce dont il s'était rendu maître, qu'après les avoir étouffés. Et il a rendu cette île fameuse par le nombre de personnes qu'il a tuées. Les matelots et les marchands qui y descendaient n'osaient s'y avancer qu'en bonne compagnie. » Après m'avoir informé de ces choses, ils m'emmenèrent avec eux dans leur navire, dont le capitaine se fit un plaisir de me recevoir lorsqu'il apprit tout ce qui m'était arrivé. Il remit à la voile, et après quelques jours de navigation, nous abordâmes au port d'une grande ville dont les maisons étaient bâties de bonnes pierres. Un des marchands du vaisseau, qui m'avait pris en amitié, m'obligea de l'accompagner et me conduisit dans un logement destiné pour servir de retraite aux marchands étrangers. Il me donna un grand sac, ensuite m'ayant recommandé à quelques gens de la ville qui en avaient un sac comme moi, et les ayant priés de me mener avec eux amasser du coco. « Allez, me dit-il, suivez-les, faites comme eux que vous les verrez faire, et ne vous écartez pas d'eux, car vous mettriez votre vie en danger. » Il me donna des vivres pour la journée, et je partis avec ces gens. Nous arrivâmes à une grande forêt d'arbres extrêmement hauts et fort droits, et dont le tronc était si lisse qu'il n'était pas possible de s'y prendre pour monter jusqu'aux branches où était le fruit. Tous les arbres étaient des arbres de coco, dont nous voulions abattre le fruit et en remplir nos sacs. En entrant dans la forêt, nous vîmes un grand nombre de gros et de petits singes qui prirent la fuite devant nous dès qu'ils nous aperçurent et qui montèrent jusqu'au haut des arbres avec une agilité surprenante. Les marchands avec qui j'étais ramassèrent des pierres et les jetèrent de toute leur force au haut des arbres contre les singes. Je suivis leur exemple et je vis que les singes, instruits de notre dessein, cueillaient les cocos avec ardeur et nous les jetaient avec des gestes qui marquaient leur colère et leur animosité. Nous ramassions les cocos et nous jetions de temps en temps des pierres pour irriter les singes. Par cette ruse, nous remplissions nos sacs de ce fruit qu'il nous eût été impossible d'avoir autrement. Lorsque nous en eûmes plein nos sacs, nous nous en retournâmes à la ville où le marchand qui m'avait envoyé à la forêt me donna la valeur du sac de coco que j'avais apporté. « Continuez, me dit-il, et allez tous les jours faire la même chose jusqu'à ce que vous ayez gagné de quoi vous reconduire chez vous. » Je le remerciai du bon conseil qu'il me donnait, et insensiblement, je fis un si grand amas de coco que j'en avais pour une somme considérable. Le vaisseau sur lequel j'étais venu avait fait voile avec des marchands qui l'avaient chargé de coco qu'ils avaient achetés. J'attendis l'arrivée d'un autre qui aborda bientôt au port de la ville pour faire un pareil chargement. Je fis embarquer dessus tout le coco qui m'appartenait, et lorsqu'il fut prêt à partir, j'allais prendre congé du marchand à qui j'avais tant d'obligations. Il ne put s'embarquer avec moi parce qu'il avait encore tant de choses à faire. Nous mîmes à la voile et prîmes la route de l'île où le poivre croît en plus grande abondance. De là, nous gagnâmes l'île de Comari, qui porte la meilleure espèce de bois d'aloès et dont les habitants se sont fait une loi inviolable de ne pas boire de vin, ni de souffrir aucun lieu de débauche. J'échangeai mon coco en ces deux îles contre du poivre et du bois d'aloès, et me rendis avec d'autres marchands à la pêche des perles, où je pris des plongeurs à gage pour mon compte. Ils m'en pêchèrent un grand nombre de très grosses et de très parfaites. Je me remis en mer avec joie sur un vaisseau qui arriva heureusement à Balsora. De là, je revins à Bagdad, où je fis de très grosses sommes d'argent du poivre, du bois d'aloès et des perles que j'avais apportées. Je distribuai en aumône la 10e partie de mon gain, de même qu'au retour de mes autres voyages, et je cherchais à me délasser de mes fatigues dans toutes sortes de divertissements. Voilà, donc, pour vous dire que vous pouvez, vous aussi, vous amuser à
familiariser avec l'univers du conte en créant un conte. Il y a un concours qui est mis en place jusqu'au mois de mars. Alors, vous avez ce dessin, ce tableau dans Cristalline qui est disponible. Alors, il y a des lots à gagner, alors des livres, des CD. Donc, vous avez jusqu'au 7 mars 2025. Donc, il y a le règlement. Alors, voilà, il y a des expositions un peu partout. En ce moment, l'exposition, c'est à Esperanza. Ensuite, à CEPI, vernissage le 31. Atelier de création de conte le 5 février. Atelier de peinture le 12 février. Après, on va passer à Quillan et Cuisard. Donc, toutes les infos sont sur la page Facebook des mots pour rêver et les miroirs du conte. Et en fait, tout le monde peut participer. Il y a à partir de 7 ans plutôt quand même, jusqu'à plus. Il y a 5 prix. Voilà, et on va effectivement pouvoir gagner des revues papier nickel, parce que c'est une revue que je représente qui parle d'imagerie populaire. Il y aura le dernier livre du marchand de plumes, Une année au soleil. Il y aura une impression collector du tableau de Aurore Cristalline. Et voilà, l'idée c'est qu'on on vous propose d'écrire des contes à la main. Et après, quitte à les scanner et les envoyer, parce qu'on milite pour l'écriture, la lecture, et pas forcément le tout numérique. Voilà, alors, l'avant-première ce soir, c'est ce film, qui s'appelle aussi A Boat in the Garden. Et ce monsieur, qui s'appelle Jean-François Laguioni, c'est une photo faite au Festival de Cannes. Son film devait être présenté sur le bord de la plage, et il y a eu une tempête le soir même, donc il a été reprogrammé. Il est passé ensuite au Festival d'Annecy. Donc Jean-François, vous pourrez l'écouter en interview dans le podcast Les Miroirs du Conte. Il parle de ce travail qu'il a fait depuis un petit moment. Donc vous voyez, c'est son dernier long métrage, il en a fait pas mal. Il a commencé par Gwen, le tableau qu'on a passé la fois dernière date de 2011, et il y a toute une thématique qu'on va aborder, puisqu'on va passer la plupart de ces films d'ici le mois de juin. Rappelez que la plupart des gens qui commencent dans le métier commencent par des courts-métrages, et lui, dès qu'il a commencé, il a eu le prix du Festival d'Annecy, qui est un grand festival, en 65, et son dernier court-métrage à ce jour, La traversée de l'Atlantique à la rame, a eu la Palme d'Or du court-métrage africain. Notez qu'on est déjà dans l'Atlantique et on est déjà dans les bateaux. Donc cette thématique qu'on va aborder ce soir, du voyage, elle est présente à peu près dans tous les films. Vous voyez, la plage privée, La fille des eaux, voilà, et la question du jeu d'acteur. Donc le parcours de Jean-François, c'est quelqu'un qui est né en 1939, il est passionné de dessin, il a fait des arts appliqués, un centre d'art dramatique. Il a travaillé pour les ombres chinoises, le théâtre, donc il a une façon de scénographier tout ça et de dessiner très adaptée. Il a rencontré Paul Grimaud, le grand réalisateur du Roi et l'Oiseau, et il a travaillé un peu la prise de vue réelle, et sa technique, c'est le papier découpé. Maintenant, il est passé au numérique un petit peu, mais c'est quelque chose d'étonnant. C'est un des rares réalisateurs qui a réussi jusqu'en 2005 à développer une société de production sous forme de coopérative qui s'appelle La Fabrique. C'est aujourd'hui un centre régional d'animation. C'est Bernard Palacio qui s'en occupe depuis 2005. Ça n'a pas été sans difficulté financière, parce que c'est difficile aujourd'hui en France, il n'y a pas de Disney, il n'y a pas de studio Ghibli, et voilà. Et là, le film fait référence directement à un personnage historique. C'est peut-être la première fois qu'on a une référence précise à une histoire, de la grande histoire. C'est Joshua Slocum, 1844-1909, qui réussit le tour du monde en solitaire à la voile en 1805. Vous voyez, donc ça c'est une photo d'époque. Et ce Joshua Slocum, donc c'est un Américain, et il a écrit 2 livres, Voyage of the Destroyer, New York to Brésil, qui n'a pas été traduit, et le livre le plus connu, sur lequel Jean-François s'est appuyé, c'est Seul autour du monde à la voile. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à la fois Slocum et à la fois Laguioni, c'est des grands lecteurs, et ils sont fans de, forcément, Robinson Crusoe, Daniel Defoe, et aussi Stevenson. Ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, Laguioni a rencontré la veuve de Slocum, dans cette péripétie, il a rencontré la veuve de l'écrivain Stevenson, qui lui a confié des guides nautiques qui ont apparu à son mari. Et Stevenson, c'est L'île au trésor, que vous connaissez sans doute, et que Hugo Pratt a adapté en bande dessinée. Alors, les inspirations du réalisateur, pour la question de l'animation, c'est ce grand maître de l'animation, Jiří Trnka, qui a fait énormément de films, notamment il a adapté des films de Shakespeare, Songe d'une nuit d'été.
en film d'animation papier découpé, mais aussi en marionnette. Voilà, c'est un peu le maître de l'Aglioni. Et bien entendu, ce film-là, je pense que vous connaissez ce film, je l'ai évoqué, est-ce que vous l'avez vu tous ça? Le roi et l'oiseau. Le roi et l'oiseau, qu'on a passé lors d'un précédent ciné-club, Paul Grimaud. Voilà, un grand monsieur. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a ce livre qui vient de ressortir chez Capricci, Un voyage au cœur d'un chef-d'œuvre, parce que Jacques Prévert était scénariste de ça, et c'est magnifique. Alors, notre ami Laguioni, il a toute une formation picturale, parce qu'il aime beaucoup la peinture, il est lui-même peintre, comme dans son film Le Tableau, donc il a beaucoup travaillé sur l'école de Paris, et il a eu toujours, c'est un grand lecteur, et un film qu'il a voulu réaliser, il n'a jamais fini, c'est Le Baron Perché de l'Italie, Calvino. Voilà, et notre ami Laguioni, il voyage par procuration, parce qu'un de ses grands amis qu'il a aidé pour le design de ce film, c'est Yvon Lecor, qui est peintre et navigateur. Donc vous allez voir effectivement, ils n'ont pas fait le tour du monde, donc ils ont un peu navigué, et ça c'est des dessins préparatoires, parce que son ami a aidé aussi un peu au film. Et vous voyez la technique, effectivement, quand on fait sur des bateaux, il y a vraiment des dessins techniques qu'il ne faut pas louper. Et là, c'est un des bateaux avec lequel ils ont fait, mais pas le tour du monde, donc il est en Bretagne, Jean-François. Et on peut dire que ce film-là, dans sa filmographie, est un peu un diptyque sur Louise en hiver. Louise en hiver, c'est l'histoire d'une vieille dame sur la fin de sa vie. Donc ça serait peut-être un écho à sa maman, un hommage à sa maman, alors que Slocum et moi, c'est un hommage à son papa, on va dire. Voilà. Et là, Louise en hiver, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est très beau. Alors, c'est peut-être pas tellement pour les enfants, celui-là. C'est un film plutôt nostalgique. Voilà. Et en tout cas, pour le film qu'on voit ce soir, c'est un film qui est une coproduction. Coproduction, à savoir, il y a deux sociétés. Société JPL Film, qui a travaillé avec lui. Alors, JPL Film, ils ont produit Louise en hiver, Nayola, Dissidente, et Minusine Production, une société du Luxembourg, qui ont fait des films comme Ernest et Célestine, Le Chant de la mer, qu'on a passé, Les Hirondelles de Kaboul et Le Sommet des dieux. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce travail, mais c'est-à-dire que pour faire un film d'animation, c'est vraiment du travail, il faut en général 1 à 2 ans de pré-production. Voilà, alors la technique d'animation, ce qui intéressait Laguioni, avec ça, c'est extrait du dossier de presse, c'est faire un travail qui conserve le trait du crayon sur le papier. Ça va enlever effectivement le côté, parce qu'en fait il commence toujours sur le papier, ensuite c'est scanné et c'est animé en 3D. Les couleurs sont faites souvent à l'ordinateur, mais on n'a pas ce côté dégueulasse qu'on a dans certains films. Par exemple, si vous voyez des adaptations du Petit Nicolas en 3D, c'est pas beau quoi, par rapport au dessin de Sampé. Donc vous allez voir quand même dans ce film, avec ce travail, quelque chose qui va privilégier l'ombre et la lumière à la couleur, qui peut être des fois assez dégueulasse, surtout que la couleur numérique, elle n'a pas de relief, vous voyez. Donc il y a tout ce travail-là, c'est très technique, tout ça, ça suppose de faire pas mal de boulot. Et Jean-François aussi a une qualité, c'est qu'il fait très attention à la musique. La musique vient donner un élément supplémentaire, et là il travaille pour la deuxième fois avec Pascal Le Pennec. Alors Pascal Le Pennec, c'est quelqu'un qui a un baccalauréat littéraire, il a travaillé dans plein de choses, il fait de l'accordéon, de la musique de chambre, et alors vous pouvez l'écouter dans Le Tableau, c'est lui qui a fait la musique du Tableau, Louise en hiver, et puis dernièrement Le Pharaon, Le Sauvage et compagnie de Michel Oslo. Alors pour Laguioni, c'est très clair, lui il a voulu pour cette fois-ci travailler sur l'écriture de la musique, c'est-à-dire qu'il a monté l'image avec la musique qui a été composée avant, ça c'est important. Et pour lui, la musique n'est pas là pour souligner les aventures, mais pour rendre compte d'une force morale, d'un élan vital des personnages. Donc la musique donne un petit souffle en plus au film. Et ce qui est intéressant, vous allez écouter l'orchestre symphonique de Bretagne. Donc c'est quand même une belle expérience, je l'espère, à la fois sur le plan visuel et aussi sur le plan sonore. Voilà, donc j'en ai terminé de cette présentation. On se retrouve après le film pour discuter un petit peu de vos ressentis, des réflexions, et on essaiera de réfléchir de quoi ça parle ce film, qu'est-ce que ça nous enseigne peut-être, quelle perle de sagesse, leçon de vie on peut tirer de ce film. Je vous poserai 3 questions, qui sont des questions un peu de compréhension, de culture générale, en lien avec le film, qui vous permettront de gagner une revue Papier Nickelé, qui est la revue de l'imagerie populaire, qui est partenaire de cette soirée. Merci pour votre attention, et à tout de suite, ça dure une petite heure et demie, donc on se retrouve après. Merci.